Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. C'est parti pour la chronique de la magie des contes avec notre merveilleuse Agnieszka. Coucou Agnieszka. Coucou Alina. Oh, ça va bien ma poussinette? Ça va très très bien. C'est trop merveilleux. Alors ce matin, tu vas nous parler de Blanche-Neige. Et par contre, sur Insta, tu m'as partagé une image donc de la véritable Blanche-Neige. Donc tu me dis quand est-ce que tu veux que je le partage sur le chat? Eh bien, quand je vais justement dévoiler son identité. Waouh. Ok. Vous êtes prêts? Oui, c'est parti, poussez en étoile. Bonjour mes chers amis enchanteurs. Eh bien, j'espère que vous passez un bon dimanche matin en cette année 2025 et que vous êtes prêts à remonter le temps plus de 200 ans en arrière, en 1812. Aujourd'hui, nous allons partir dans le royaume d'un des contes les plus célèbres et mystérieux des frères Grimm. Un château où se trouve un miroir magique, des grimoires avec des potions ensorcelées, une princesse à la beauté pure, une reine aux multiples facettes. Tous ces personnages ont-ils réellement existé? Eh bien, je vais vous dévoiler quelques secrets de fées et vous l'aurez deviné, je vais vous parler de l'histoire de Blanche-Neige. De qui se sont inspirés les frères Grimm? Ont-ils voulu faire revivre une histoire oubliée? Alors partons en Allemagne, en Bavière. Et nous sommes devant le château de Lorenmen, entouré d'une immense forêt épaisse, dense et dangereuse. D'après l'historien, le docteur Karl Bartels, il a découvert cela en 1986, ce château est le lieu de naissance de Blanche-Neige. Blanche-Neige n'est autre que Maria Sophia Katharina Derthal, née le 15 juin 1728. Et donc le portrait que j'ai envoyé à Alina hier est celui-ci. Donc ce portrait, il reflète l'apparence de la jeune fille, le teint blanc comme la neige, les joues rouges comme le sang et les cheveux noirs comme l'ébène. Parce que dans le conte de Grimm, on ne parle pas de lèvres rouges comme le sang, mais de joues rouges comme le sang. Maria Derthal vient d'une famille aristocratique, les von Derthal, et elle était la fille du prince Philippe von Herthal, propriétaire d'une fabrique de miroirs. Son père exploitait autour du château familial les terres forestières ainsi que des mines de cuivre et de pierres précieuses. Ces mines, difficiles d'accès et basses de plafond, nécessitaient des personnes de petite taille comme main-d'œuvre ou bien encore des enfants. Alors ils portaient des bonnets colorés pour être repérés plus facilement dans les sombres couloirs de la mine. Ça rappelle quelque chose, hein? Ils étaient logés dans de minuscules massures, donc des petites cabanes, au fin fond de la forêt, groupées par 7. Lorsque Maria Derthal entra dans sa 10e année, elle perd sa mère brutalement. Et après la mort de la mère naturelle de Maria Sophia, eh bien son père se remarie le 15 mai 1743 avec Claudia Elisabeth von Wanningen, veuve du comte impérial de Reichenstein. Cette nouvelle femme se comporta de façon diabolique, arrogante, et elle va nourrir une jalousie féroce envers sa belle-fille Maria. En cadeau de mariage, elle reçoit du père de Maria un miroir parlant. Alors, pourquoi un miroir parlant? Donc, j'ai regardé. Donc, en fait, ce miroir, il existe. Ce luxueux et fastueux miroir d'une hauteur de 1,60 m se trouve toujours au château de Lorenmen, en Bavière, et peut être vu de nos jours aussi au musée de Spessart, toujours en Allemagne.
Et comme beaucoup de miroirs de l'or, donc de cette région, il est inscrit une maxime. C'est pourquoi on les appelle les miroirs parlants. Il y a un médaillon en haut à droite du miroir qui contient une indication très claire sur l'amour-propre. Donc il est écrit « amour de soi ». Donc c'est très très étrange, n'est-ce pas? Alors pourquoi ce miroir est devenu magique dans le conte des frères Grimm? Eh bien tout simplement parce que ce miroir était accroché dans une pièce à forte résonance où l'écho de la voix de celui qui s'y regardait prenait une grande ampleur. Vous savez, quand on fait « eh oh, eh oh, eh oh », et puis on entend « eh oh » au loin, voilà, ça devait faire ça dans la pièce, c'est pour ça que ça avait l'air très très magique, voilà. À l'époque, on l'a considéré comme magique parce qu'il semblait répondre à son interlocuteur. Ça a l'air merveilleux, hein. T'imagines un miroir pareil? Oui, et il existe. D'ailleurs, il faudrait que je te donne la photo. Oui, parce que je suis en train de la chercher en fait. C'est pour ça que je te laisse parler, mais je suis en train de chercher la photo pour pouvoir montrer du miroir voilà, du château de l'Or. Oui. Alors, la belle-mère, elle fait tout pour que sa belle-fille ne se marie jamais. À 16 ans, ne supportant plus les souffrances infligées par sa belle-mère, Maria, elle s'enfuit au-delà des 7 collines autour du château. Et il est encore possible aujourd'hui de refaire ce trajet dans la forêt de Spessart. Lorsque son père meurt, les mines ferment et Maria trouve refuge dans un couvent où elle trouva la mort mystérieusement empoisonnée par une pomme du jardin. Il y a énormément de vergers et de pommiers rouges dans l'environnement justement du château de l'Or et en Bavière. Donc, l'historien, le docteur Karl Bartel, qui a découvert cela, il a pu retrouver des écrits où est indiquée la façon dont la pomme aurait pu être empoisonnée par la belle-mère. Soi-disant que la moitié de celle-ci fut plongée dans du jus de belladone et cette plante pousse dans la région de Spessart. Ces fruits contiennent de l'atropine qui provoque une paralysie et une forme de rigidité cadavérique. Alors, il y a eu d'autres rumeurs qui disent que Maria serait tombée gravement malade et l'a rendue aveugle et elle serait morte d'une grave maladie en fait. Donc sa fin est tragique et quand même mystérieuse. On ne sait pas non plus ce qu'est devenue la belle-mère. Il y a un mystère là-dessus. Mais on a récemment retrouvé sa tombe à Blanche-Neige, enfin Maria. On pensait que la pierre tombale était perdue pendant des années, mais elle a été retrouvée par hasard et a récemment été donnée à un musée. L'église où elle fut enterrée fut démolie au début du XIXe siècle et bien que la pierre tombale ait survécu, elle fut perdue pendant de nombreuses années jusqu'à sa récente découverte. Ce sont... Oui, c'est quelque chose. Eh bien, dis donc, c'est quelque chose, oui. Alors, ce sont les habitants de la ville de Lorenmen, où il y a le château, qui ont ensuite fait de l'histoire de Maria Sophia d'Herthal un conte merveilleux. Voilà, ils ont un petit peu voulu lui rendre aussi hommage ici. Le chroniqueur de cette famille d'Herthal, famille noble, donc il s'appelle M.B. Kittel, il dit que Maria Sophia d'Herthal était une fille noble, c'était un ange de bonté, de charité bienveillante pour les pauvres et les démunis. Et il disait aussi qu'elle était d'une grande gentillesse. Et pour le peuple, elle fut un exemple, voilà, un idéal, ce qu'une princesse devait être. Et quelques années, seulement après la mort de Maria Sophia d'Herthal, l'histoire fut mise par écrit, fin 1812, la première publication du conte par les frères Grimm a vu le jour. Et ils se sont inspirés de cette histoire. Nous connaissons donc les origines de Blanche-Neige. Waouh! Alors, il y a des partages sur le chat. Effectivement, l'origine, la vraie Blanche-Neige est magnifique, comme expliquait Géraldine sur le chat. Magnifique sur l'image.
vraiment. Ah oui, oui, elle a cette beauté pure. Tu vois, il n'y a pas d'artifice. Elle est belle, elle rayonne, c'est une lumière. Oh, c'est super beau. Et bah, que d'histoires autour de cette origine. Donc le frère Grimm s'inspire donc de son histoire pour créer Blanche-Neige. Voilà, ils se sont inspirés, voilà, et parce qu'en plus de ça, il faut bien dire une chose, c'est que les frères Grimm sont allemands, ils habitent l'Allemagne, ils vont beaucoup en Bavière, hein, Mm. beaucoup en Bavière, hein, donc la Bavière est quand même réputée pour avoir bah, des châteaux extraordinaires, comme Disney s'est inspiré pour le château de la Belle au Bois dormant, c'est en Bavière. Oui, Ce fameux château Neuschwanstein, là, voilà, oui, où il il s'est est beau, inspiré hein. pour voilà, qui est absolument sublime. Voilà, bah, en Bavière, il y a ces forêts très denses, très touffues, avec ces rochers, ces montagnes, ces collines. Et ça inspire énormément les dessinateurs, d'ailleurs, pour faire les décors, les contes de fées. Et ça se voit hein, visuellement sur la photo du château de Schenstein, là. Ouais, Excuse-moi, j'ai du mal. oui, oui, je sais, moi aussi. C'est compliqué. Mais ouais, le lieu est juste des plus enchanteurs qui soient. J'ai partagé pareil une image du château. Ouais. C'était pas le cousin de Sissi impératrice? Oui, c'est Louis II de Bavière, Voilà, c'est ça. qui était le cousin de Sissi, parce que Sissi était allemande. Elle a vécu toute son enfance en Bavière, là où elle a été très heureuse. Voilà. Elle a vécu une enfance très heureuse dans cette forêt de Bavière. Voilà. Donc, elle était très proche de son cousin Louis II de Bavière, d'ailleurs, qu'on considérait un peu comme loufoque, un peu fou, alors que lui, ben voilà, il s'en fichait des codes. Hein. Lui, il était très excentrique, mais il aimait beaucoup les artistes. Voilà. Il était dans son monde, quoi. Voilà, dans son monde. Hein. Après, voilà. Donc, C'était... comme nous dit Géraldine, Blanche-Neige a donc des origines allemandes, comme la méchante reine, donc. Eh bien oui, les deux. Mm. Parce qu'on ne parle pas beaucoup de la... Après, qu'est-ce qu'elle est devenue, la méchante belle-mère, hein? Claudia, hein, ça fait Claudia. Hein. Je redis le nom, mais Claudia Elisabeth von Wenningen, veuve du comte impérial de Reichenstein. Donc elle était veuve déjà, hein. Donc elle avait certainement dû peut-être tuer son mari, on ne sait pas, parce qu'elle est quand même impitoyable. Hein. Elle a quand même, vis-à-vis de Maria, elle lui faisait subir quand même de la maltraitance. Hein. Donc, Alors, c'est pas parce qu'on vient d'une famille hautement noble que l'on vit des belles expériences. On peut aussi vivre des expériences dramatiques. Et là, c'est la preuve. ah oui, complètement. Mm. Alors justement, donc on va parler du fameux conte. Mais avant, j'avais une question. Quel est le véritable poison dans Blanche-Neige? Alors, il y a plusieurs. Quand tu parles de poison, parce qu'il y a plusieurs. Dans la version originale, il y a plusieurs manières d'essayer de la tuer, Mhm. de mémoire. Donc, forcément, c'est la pomme empoisonnée. Si on parle de poison, c'est la pomme empoisonnée. Mais il y a aussi le truc qu'elle met dans les cheveux. Il y a aussi du poison dedans. Alors, ça va être plus Voilà, le peigne. une idée, en fait. En fait, le véritable poison dans Blanche-Neige, eh bien, c'est la jalousie. Ah, bah oui. Parce que la jalousie, c'est un poison. Et surtout la jalousie féminine. Parce que c'est ça, en fait, qu'il y a aussi beaucoup dans Blanche-Neige. C'est le déclencheur. Qu'est-ce que la jalousie féminine? Là, on parle de rivalité féminine. Donc, cette rivalité, elle existe sous forme de jalousie, d'envie, de mesquinerie, de commentaires très méchants de femmes envers d'autres femmes, tu vois. Donc, d'où vient cette rivalité féminine d'ailleurs? Alors, historiquement, il y avait cette idée bizarre qu'il fallait éliminer des concurrents potentiels. Et ça commence dès l'enfance avec des contes et légendes de méchantes belles-mères, de sœurs rivales, malveillantes. Et il faut savoir qu'autrefois, les femmes qui n'avaient pas de terre ni de biens, leur seule façon d'accéder à un statut social passait par le mariage. Et ça passait par les hommes. Seules, elles n'avaient pas de pouvoir. Il fallait qu'elles plaisent, plaire à tout prix pour être choisies, et qu'elles restent toujours là, number one, on va dire, au risque d'être répudiées si elles ne conservaient pas leur beauté. Quand une femme se sent en rivalité avec une autre femme, c'est que très souvent, elle projette sur elle leurs propres failles et leur manque de confiance. Il y a tellement de femmes
qui font des réflexions des fois sur la manière dont s'habillent d'autres femmes, le jugement sévère sur le corps des femmes. Tout tourne autour de l'apparence, autour de la beauté, de la jeunesse, de la minceur. Et tout ça, en plus, c'est amplifié. Alors là, on revient à notre époque, ça s'est amplifié par les réseaux sociaux. Voilà, qui ressemblent un peu à des miroirs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est pas bête ça. Effectivement, les réseaux seraient un miroir de notre propre être. Et complètement. Et oui. Parce que, oui, regardez sur les réseaux sociaux, vous avez des femmes, c'est regardez-moi. Et il y en a d'autres, elles vont lancer un autre reflet où c'est je vais vous apporter quelque chose. Il y a deux sortes, pour moi, là, on parle de femmes hein, sur les réseaux. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et oui. Parce que les femmes, elles se comparent sans cesse, sont très dures entre elles, alors qu'on devrait être dans la bienveillance et le soutien. Voilà, ça c'est mon message. Et on devrait admirer la beauté des unes et des autres, qu'elles soient extérieures ou intérieures. Et s'y inspirer plutôt que de les jalouser. Exactement. Et moi, je peux dire, j'en ai vu. Hein. Qui a déjà vu une méchante reine? Voilà, je crois qu'on est nombreuses. Oui, voilà. Et c'est terrible. Hein. Elles ont cette jalousie. Pour moi, c'est presque une maladie qui est difficile à soigner. Hein. Parce que même la jalousie, quand tu es avec en couple, tu as aussi donc la femme qui peut être jalouse parce que son homme parle à une autre femme. Donc ça peut aussi aller jusque-là. Hein. Oui, ça peut aller très loin. Ah oui. Hein. Tu peux des fois ne même pas avoir d'amitié avec un homme parce que la femme va tellement être jalouse, elle va voir et tu peux pas. Parce que la femme va casser l'amitié. Il y a des femmes comme ça. Elle va casser l'amitié de leur conjoint. Elles n'ont pas confiance en leur propre personne, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc, voilà. Donc, oui, c'est ça. Donc, regardez bien sur les réseaux sociaux si vous rencontrez une méchante reine ou pas. Ou une Blanche-Neige. Voilà, ça sera mieux. Alors, dans les premières versions des frères Grimm de 1812, donc ils ont fait des versions avant la première publication, donc celle-là a été non publiée. En fait, ils avaient fait en sorte que la méchante reine au départ, en fait, c'était la mère de Blanche-Neige. Et finalement, les frères Grimm l'ont transformée en méchante belle-mère. Donc, dans cette version de Grimm, la reine tente d'éliminer 4 fois Blanche-Neige dès l'âge de 7 ans. Donc, la version de 1812 est quand même pas tendre. Dans le conte, Blanche-Neige a 7 ans lorsque le chasseur l'emmène dans la forêt sur les ordres de la reine pour apporter, pas son cœur comme dans Disney, mais son foie et ses poumons pour en faire un festin. La méchante reine est une prédatrice, un monstre qui veut engloutir toute la lumière de Blanche-Neige. Et moi, je me suis posé la question, voilà, quelle émotion correspond, pourquoi le foie et pourquoi les poumons? Voilà. Pourquoi? Alors, en fait, quelle émotion correspond au foie et aux poumons? Eh bien, le foie est en relation avec la colère. La reine va manger sa colère. Le poumon est en relation avec la tristesse, donc elle mange cette émotion également, parce que c'est la fin de la chasse. Elle est triste, elle a mangé sa proie, elle n'a plus de jeu du tout. Pour vous dire un peu le côté diabolique et monstrueux de cette personne. Et dans la version de Disney, eh bien, c'est le cœur que la reine veut, parce que le cœur est en relation avec la joie, et elle ne supporte pas cette jeune fille qui est, pourtant elle est en haillons et elle chante et elle est aimée de tous, elle ne le supporte pas. Alors toujours dans la version de Grimm, à chaque fois, les 7 nains, eh bien, ils sauvent Blanche-Neige de la méchante reine. On voit que la reine a une aisance à se transformer et changer de visage. Elle se métamorphose en marchande la première fois et elle essaye d'étouffer avec un lacet Blanche-Neige. C'est sa deuxième tentative. La première tentative, c'est avec le chasseur. La deuxième tentative, c'est en se déguisant en marchande et en essayant de l'étouffer avec un lacet. C'est quand même quelque chose. Puis,
À chaque fois, elle n'arrive pas parce qu'il y a les nains qui la sauvent. Et puis le miroir magique, il lui dit, non, Blanche-Neige est toujours la plus belle au-delà des 7 collines. Donc la méchante reine, elle se transforme, la troisième fois, donc elle se transforme en bohémienne en lui vendant un peigne empoisonné qu'elle lui met dans les cheveux. Et les nains, il la sauve encore une fois. Et la dernière tentative, elle se déguise en vieille femme avec la pomme rouge empoisonnée. Elle a l'art d'exercer la magie noire. Alors, dans le conte, il n'y a pas de baiser du prince. Il y a bien un prince à la fin qui tombe fou amoureux de Blanche-Neige dans son cercueil de verre. Et avec l'accord des nains, eh bien en fait le prince fait ramener le cercueil par ses gardes. Et l'un d'eux, il tombe en se prenant les pieds dans une racine. Et du coup, il fait basculer le cercueil où se trouve Blanche-Neige. Et en tombant, eh bien, le morceau de pomme empoisonné sort de la bouche de Blanche-Neige et elle se réveille. Ce n'est pas du tout comme chez Disney. On va en venir bientôt d'ailleurs. Donc les 7 nains, toujours le chiffre 7, comme les 7 fées dans la Belle au bois dormant, représentent la protection de Blanche-Neige. La maison des nains, c'est le lieu où la princesse se réfugie, où elle trouve la paix, la joie, l'espoir d'une nouvelle vie. Donc Blanche-Neige et les 7 nains, ils ont un point commun entre eux. Ils n'ont plus ni l'un ni l'autre. Blanche-Neige n'a plus de parents et les nains n'ont plus de parents. Donc Blanche-Neige, elle devient une sorte de petite maman pour eux. Et eux, un peu des bonnes fées, puisqu'ils la mettent en garde contre la méchante reine. Ils veillent sur elle, ils la protègent. Et dans la version d'ailleurs Disney, on les voit pleurer à la fin. Ah oui, c'est... D'ailleurs, dans les contes de Grimm, il n'y a pas de nom des nains, mais dans la version Disney, il y a prof, grincheux, simplet, atchoum, timide, dormeur et joyeux. Et ils travaillent dans une mine de diamants. À 5 heures, ils quittent le travail et rentrent chez eux en sifflant gaiement. Et comme on dit, les amis, c'est la famille que l'on choisit. Ils forment une famille. Oui. Alors, il y a eu... Oui. Oui, je disais oui, tout à fait. Alors, il y a eu évidemment plusieurs adaptations de Blanche-Neige qui ont vu le jour. Alors, il y a eu un film muet en 1916, vraiment, de Blanche-Neige. Alors, il y en a eu beaucoup, des adaptations et même une série. Mais il y a eu 2 films qui ont retenu mon attention. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, 2 versions en 2012. Il y a eu Blanche-Neige, Miroir, Miroir, ça s'appelait. C'était avec Lily Collins. Mais oui, je me souviens de celui-ci. Il était magnifique d'ailleurs au passage. Elle faisait ses débuts, Lily Collins. Elle était mimi comme tout. Elle était mimi comme tout en Blanche-Neige. Emily in Paris, eh ben oui, elle était Blanche-Neige aussi. Et Julia Roberts, qui était divine en méchante reine. Alors, c'était assez drôle, assez loufoque, mais j'ai adoré. Moi, je trouvais que c'était très coloré. Donc, c'est sorti le 11 avril 2012. C'est Tarsem Singh qui a produit donc cette Blanche-Neige. C'est une production canadienne et des États-Unis. Alors, les couleurs sont très vives, les costumes et les décors magnifiques d'originalité. Et il y a une partie qui a été tournée à Bollywood. Si vous vous rappelez de la fin, dans la salle du trône, Blanche-Neige, elle commence à danser, mais d'une façon un peu à l'indienne. Hindoue, pardon. Et justement, le genre cinématographique de Bollywood, il se caractérise généralement par la présence de plusieurs séquences chantées et dansées sur fond de comédie musicale. Et à la fin, il y a plein de pétales de rose et de toutes les couleurs. C'est sublime. Enfin, moi, j'avais adoré. Le deuxième, en 2012, alors 2 mois après, c'était encore une autre Blanche-Neige qui est sortie, le 11 juin 2012. Marrant, ils ont sorti la même année. C'était Blanche-Neige et le chasseur, avec Kristen Stewart, Twilight, l'héroïne de Twilight.
Alors, et la méchante reine qui était Charlize Theron. Et c'est une méchante blonde qui fait la méchante reine. Elle était divine. Moi, je l'ai trouvée divine en méchante reine. D'ailleurs, j'ai adoré la reine. L'histoire, je n'ai pas trop accroché parce que je trouvais que c'était très lugubre. Et je trouvais que Blanche-Neige, Kristen, ben, voilà, je la voyais trop dans Twilight. Donc, ça m'a un petit peu... Non, et puis ça donnait aussi à Blanche-Neige un côté très warrior, en fait, hein. Très Oui, guerrière, tu vois. J'y vais, je m'assume en tant que femme. C'était une oui, version plus brute du personnage. oui, c'était violent, même, je trouvais. Mm. C'était un peu... Puis même, ça faisait un peu même Jeanne d'Arc, hein, un peu à la fin. Je trouvais que ça faisait ça. Mais, et je trouvais qu'elle n'avait pas le physique de Blanche-Neige pour représenter. Tu vois, Lily Collins, à ce moment-là, elle avait ce petit visage tout rond, une petite poupée, tu vois, Mm. un peu comme dans Blanche-Neige de Disney. Alors évidemment, nous allons arriver à la version de 1937, réalisée par David Hand, qui est un véritable chef-d'œuvre. Le film de l'époque, il reçoit un Oscar avec 7 petites statuettes, comme pour les 7 nains. C'était une innovation indiscutable dans le domaine de la cinématographie, ayant charmé des millions de spectateurs et ayant ouvert au cinéma de vastes perspectives. C'est la première fois qu'on mêle à l'animation de la musique, des chants enchanteurs comme une comédie musicale animée. C'est la pureté de l'art, ce dessin animé, une merveille de dessin qui ont l'apparence humaine d'un vrai film avec des acteurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers amis, enchanteurs. Ils sont toutes, oui, ils t'écoutent en fait, hein. Ils sont très sages sur le chat. Ils sont comme moi, on est très sages. Vous êtes très sages, c'est merveilleux. Alors, c'est pourquoi, enfin moi personnellement, j'ai du mal à comprendre le film qui va sortir en mars. Parce que pour moi, c'est l'antithèse du film d'animation de Blanche-Neige, parce que ce film, il bouleverse l'héritage, l'identité de Walt Disney. D'ailleurs, le petit-fils du réalisateur David Hans, hein, de 1937, là, a dit que si Walt Disney, de son vivant, eh bien, il aurait vu ça, il n'aurait jamais autorisé ce film. Et je le soutiens à 200%. Parce que déjà, il faut respecter le créateur, sa patte, son style, son héritage. Sinon, on appelle autrement le film. Hein, voilà, c'est l'actrice. Bah voilà, bah je l'aurais plutôt vue dans Pocahontas. Et elle critique en plus le film de 1937. Donc ça m'a fait vraiment mal. Hein. Oui. Je comprends que les femmes ne soient pas contentes. Et surtout que l'actrice qui joue le rôle donc, de Blanche-Neige, là, le dernier qui va sortir, elle n'apprécie pas ce film. Elle n'apprécie pas le conte de Blanche-Neige de base. Donc elle fait que critiquer Blanche-Neige de base. Donc en tant qu'acteur, ben, moi personnellement, hein, on me propose un rôle comme ça, si j'aime pas ce conte-là, soit j'y vais pas, ou soit je dis rien, je me tais. Tu vois. Bien. Donc déjà même ça fait polémique. Donc, Oui, bah oui, mais je veux dire, il y a pas grand monde qui va peut-être aller voir Blanche-Neige. Hein. Moi, personnellement, je n'irai pas le voir. J'attendrai qu'il passe parce que je suis curieuse quand même, qu'il passe à un moment donné à la télé, voilà. Mais sinon, non, hein. Je n'irai pas parce que moi, je défends l'héritage Disney. je te comprends. Voilà, il faut comprendre en plus qu'à l'époque, le travail, en 1937, il faut comprendre à l'époque le travail faramineux du film d'animation. Tout était à la main par ordinateur. Il n'y avait pas d'ordinateur. Hein. Les dessinateurs, ils se sont inspirés d'une actrice pour faire Blanche-Neige. C'est Marge Champion. Cette actrice est danseuse américaine et surtout connue pour avoir participé à inaugurer la technique de la rotoscopie chez Disney. Alors, qu'est-ce que c'est ce genre d'animation, c'est un processus de création de séquences animées en dessinant image par image sur des prises de vue en direct. En fait, la rotoscopie, ça permet aux animateurs de créer des personnages réalistes dont les mouvements sont similaires à ceux des personnages dans le monde réel. Regardez quand Blanche-Neige, par exemple, elle danse dans la maison des nains, dans le dessin animé.
C'est magique. Et Marge Champion, qui a inspiré Blanche-Neige, d'ailleurs qui est morte récemment à 101 ans, ses pas de danse avaient été bien étudiés pour réaliser la chorégraphie de la princesse. Voilà, afin de rendre l'héroïne la plus réaliste possible. Et elle était âgée alors de 14 ans. Parce que Blanche-Neige, dans le dessin animé de Disney, apparemment, elle aurait entre 14 et 15 ans. Et ses lèvres sont rouges comme la rose. Pas rouge comme le sang. Enfin, c'est un petit peu différent. Alors, il faut savoir aussi que Blanche-Neige, elle est représentée par 3 couleurs. Le blanc, le rouge et le noir ébène. Donc ces 3 couleurs représentent la monarchie et aussi la beauté à l'époque. Au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, il faut un contraste avec un teint blanc comme la neige, rehaussé par des fards rouges. C'était les canons de beauté. Sous Louis XV, les joues sont largement fardées de rouge. Et utilisé pour rehausser les pommettes, il est posé très haut près de la paupière pour raviver l'éclat des yeux. Et au-delà de l'aspect esthétique, la teinte choisie est alors révélatrice du statut social de celle qui la porte. Lorsque la mère de Blanche-Neige se pique le doigt et qu'elle voit des gouttes de sang sur la neige, elle a une vision d'un visage et le cadre d'ébène entoure cela et elle voit la couleur des cheveux noirs. Voilà mon ressenti et ce que je perçois. Alors nous allons passer à la méchante reine. Et oui, c'est sa jalousie qui a causé sa perte. Donc, pour imaginer la silhouette, là nous sommes toujours chez Disney, donc pour imaginer la silhouette et le visage de la reine, Walt Disney s'est inspiré de l'actrice Joan Crawford. Si vous regardez bien sur Internet, vous allez voir le visage de Joan Crawford. Elle ressemble vraiment à la reine dans la version Disney. Et très loin d'ailleurs de la méchante reine du film de 2025. Hein. Aussi. Mais enfin, elle est plus ressemblante quand même que Blanche-Neige. Enfin bref. Donc Joan Crawford, en plus de ça, il s'est inspiré de cette actrice. Et il faut savoir que Joan Crawford, c'était une mère dans la vie très cruelle vis-à-vis de ses enfants. C'est même étonnant qu'il ait pris... c'est pas un hasard, je pense qu'il l'ait pris comme modèle. Donc la reine magistrale de Disney, avec son costume noir et violet, son maquillage qui est tellement assorti à ses vêtements, son médaillon jaune-orangé. Alors on ne voit pas sa chevelure, sauf lors de sa transformation. Elle a les cheveux noirs. Elle est diaboliquement fascinante. Elle a un sacré charisme, très hautaine. Et d'ailleurs, on retrouve complètement la reine des frères Grimm. Voilà, Disney a bien repris le physique et la silhouette de la reine des frères Grimm. J'ai partagé sur le chat des images, Oui. notamment celle de Marge Champion, hein, qui montre bien la corrélation entre le dessin de Blanche-Neige et le véritable personnage. Et j'ai également partagé l'image de Joan Crawford. Et effectivement, oui, physiquement, il y a vraiment une corrélation avec la méchante reine. On le voit. Regardez la bouche. Ouais. La bouche qui tombe un peu comme ça. Et quand on voit la méchante reine dans les dessins, mais c'est stupéfiant. En plus, elle se maquillait beaucoup, Joan Crawford. Elle avait le côté très maquillage, très fardé. Donc ça ressemble vraiment à la méchante reine qui est très fardée aussi. Donc, le décor est lugubre. D'ailleurs, à un moment donné, on voit son ombre à la méchante reine dans Disney quand elle descend dans sa pièce secrète. On voit des rats et à un moment donné, elle prend dans cette pièce secrète, elle prend un des grimoires pour se métamorphoser. D'ailleurs, dans cette scène, il y a un corbeau
qui ressemble à celui de Maléfique. La scène de la métamorphose, où elle met tous les ingrédients, est incroyable. En plus, la musique qui accompagne la scène est magistrale. Vraiment. Et d'ailleurs, on peut le retrouver sur YouTube. Vous tapez méchante reine, pomme empoisonnée ou voilà, transformation. On voit la scène, justement. Cette scène incroyable qui a été dessinée avec tellement d'art et de magie. Et à un moment donné, la reine, elle dit: trouvons une formule pour transformer ma beauté en laideur et changer mon manteau de souveraine en haillant. Poussière de momie pour me vieillir, pour changer ma tenue du noir nuit, pour vieillir ma voix, un caquet de vieille mégère, pour blanchir mes cheveux, un hurlement d'effroi. D'ailleurs, on entend un cri et elle dit: un vent de tempête attisera ma haine. Ajoutons encore la foudre au mélange final. Allons, à présent, qu'exerce ton charme magique. Alors le déguisement est parfait, dit-elle, et à la fin, avec sa voix rauque, parce qu'elle est devenue une vieille femme abominable avec les doigts tordus, des grands yeux globuleux. D'ailleurs, à un moment donné, le corbeau qui est dans la pièce, il se cache dans un crâne tellement il a peur. Et après, elle dit: et maintenant, il faut trouver une mort digne d'une telle beauté, une pomme empoisonnée. Donc, elle dit, donc elle trouve la formule de la pomme empoisonnée, et il y a marqué: une tranche de la pomme empoisonnée et les yeux de la victime se fermeront pour toujours dans un sommeil de mort. Et elle ricane. Ensuite, elle trempe une pomme à chair jaune dans le chaudron pour qu'elle s'imprègne de poison. Et lorsqu'elle la sort, la pomme est noire, dégoulinante, avec une tête de mort. Puis la reine dit: vois apparaître sur le fruit le symbole de ce qui détruit. Pomme devient rouge pour tenter Blanche-Neige et lui donne envie de te croquer. Alors elle ricane, évidemment, parce que si elle avait... Je pourrais faire la voix de la méchante reine, je dirais: vois apparaître sur le fruit le symbole de ce qui détruit. Pomme devient rouge pour tenter Blanche-Neige et lui donne envie de te croquer. Voilà, c'est comme ça qu'elle le dirait. Waouh. Et t'es trop douée avec les voix, sans rire. Énorme. Non, je reviens normal. Oui. Alors, puis après, elle présente la pomme au corbeau en lui disant: tu en veux? Et évidemment, le corbeau, il s'en va, il se cacher. Et elle dit: son souffle s'arrêtera, son sang glacera, et je serai la plus belle sur terre. Les nains vont la croire morte, ils vont l'enterrer vivante. Donc c'est assez abominable, n'est-ce pas? Alors, le dessin animé, il peut faire peur pour les tout petits. Vraiment, même lorsque Blanche-Neige, elle est dans la forêt à un moment donné. Et d'ailleurs, cette forêt du dessin animé, elle ressemble à la forêt de la Bavière, autour du château de Lorraine de Maria Dertal. Disney, il a repris l'atmosphère des frères Grimm. Voilà, c'est magnifique. Encore une pépite. Au passage, oui, on a des enchanteurs qui disent: bravo Agnieszka, quel talent, bravo. Tremblez, tremblez, jolie voix. C'est merveilleux ça. Ils ont adoré. Je vous embrasse très fort. Mouah, poussière de fée. Oui, allez, encore poussière d'étoile. Hop, hop, hop. Poussière de fée d'étoile. Donc, alors, j'ai aussi un grand scoop. Ah bah oui, parce que j'ai une grande question. Quel est le nom de la méchante reine dans Blanche-Neige? Alors peut-être qu'il y en a qui savent. Parce que dans l'animation, la reine est diaboliquement effrayante, elle fascine, elle a son mystère, on ne sait pas d'où vient le miroir magique qu'elle possède.
mais on ne connaît pas son nom. On l'appelle pas Maléfique? Eh bien non, en fait, dans le film d'animation, en fait, son nom n'est pas cité, mais en revanche, dans les livres Disney, sortis dans les années 30, parce qu'ils avaient fait déjà des dessins, en fait. Ils avaient fait des croquis, des sortes de livres avant le dessin animé. Hein. Eh bien, ils lui avaient donné un nom. Ah, Et ils l'ont appelée la reine Grimhilde. Oui, il y a Géraldine qui a trouvé. Chapeau. Voilà, Grimhilde. chapeau Géraldine, qui signifie sorcière en ancien nordique. Ah, intéressant. Et elle peut prendre toutes les apparences pour faire le mal. Mm. Et il faut savoir, ben oui, c'est intéressant quand même de savoir tout ça, hein, parce qu'on ne peut pas imaginer à quel point ce film, comment il a été travaillé. C'est pour ça que moi, on critique le film d'animation de Blanche-Neige de 1937. On ne sait pas les coulisses, on ne sait pas comment ça s'est fait, on ne peut pas. On ne peut pas savoir, voilà. Alors, il y a eu des idées non retenues du film d'animation. Ben oui, parce qu'on peut avoir des idées, mais il faut pouvoir les réaliser, surtout à cette époque, en 1937. Et parmi les nombreuses idées associées au développement des personnages, eh ben beaucoup, ils ont été longuement travaillés, mais pas nécessairement conservés dans le film final, comme l'apparition de la mère de Blanche-Neige. Ils devaient faire apparaître la mère de Blanche-Neige, en fait. Mais ils l'ont pas fait. Le prince aussi devait également avoir un rôle plus important. Mais la difficulté qu'éprouvent les animateurs pour lui donner vie, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. C'est trop difficile techniquement. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une histoire d'amour dans la trame du scénario, donc une histoire d'amour à l'ancienne, pleine de musique et magnifique. Donc, il y a un scénario qui a été abandonné dans ce Blanche-Neige de 1937, qui me rappelle d'ailleurs un autre conte de fées. Parce qu'en fait, à un moment donné, ils devaient faire Blanche-Neige et le prince, ils s'embrassent brièvement dans la scène du puits. Ah, d'accord. Ils l'ont pas fait, effectivement. Et ils l'ont pas fait. Et après, normalement, après que ce dernier a escaladé le mur d'enceinte, Blanche-Neige se réfugie dans le château. Le prince lui fait une sérénade, voilà, avec une mandoline. Et puis il est tellement bouleversé par sa beauté qu'il trébuche dans la fontaine. Donc il est très pâteau. Ça aurait pu être amusant. Et tout cela sous le regard de la reine, qui, folle de jalousie, fait arrêter et enfermer le prince dans le donjon. Et elle essaye de le forcer à l'épouser. Elle lui fait peur en manipulant des squelettes et elle part ensuite en riant aux éclats. Alors, en plus, c'est diabolique. Là. Et normalement, elle revient plus tard en sorcière et tente de le noyer avant de repartir rejoindre Blanche-Neige. Les oiseaux libèrent le prince dans sa cellule, il se bat contre les gardes et après il part sauver Blanche-Neige. Alors, moi, bon, ils n'ont pas retenu ça, bon, c'est dommage, mais moi, ça me rappelle la scène avec le prince Philippe et Maléfique lorsqu'elle l'enferme pour l'empêcher de libérer la princesse Aurore. Et à mon avis, ils ont gardé cette idée pour La Belle au bois dormant, parce qu'en 1959, quand c'est sorti La Belle au bois dormant, l'animation avait beaucoup évolué par rapport à 1937. Effectivement, ça ressemble beaucoup à ces scènes-là. Ouais. Moi, je trouve qu'ils se sont inspirés de ça. Hein. C'est vrai. Après, ils s'inspiraient aussi beaucoup. Je sais que dans La Belle et la Bête, ils ont repris le décor de Blanche-Neige de mémoire. Oui, au début. Oui, tu vois, tout le décor au niveau de la forêt, etc. Ah oui, ils ont repris complètement ce côté château de Blanche-Neige, Bavière. Ah oui, on retrouve complètement le paysage. Après, c'est logique. C'est vrai qu'à l'époque, chaque dessin devait être créé. Donc, s'ils avaient déjà des croquis, des dessins de fées, autant éviter de refaire quelque chose, quoi. C'est logique. Ah oui, complètement. Alors, la scène où Blanche-Neige croque la pomme empoisonnée,
elle représente évidemment la tentation. Puis la reine, elle a utilisé cet art vraiment pour faire céder la jeune fille. Bah, en fait, elle touche par les sentiments, cette méchante reine. Elle connaît les failles de la jeune fille et l'utilise. Et malheureusement, elle arrive à ses fins. Et après, il y a une scène finale dans le film de Disney, d'animation, lorsque la sorcière, elle quitte la maison des nains. Elle court dans la forêt. On voit les vautours attendre qui va mourir. Les nains et les animaux de la forêt, ils veulent la perte de la méchante reine. Ils la poursuivent. Et on voit d'ailleurs l'atmosphère de la forêt pendant l'orage qui rappelle vraiment la forêt en Bavière des frères Grimm. Ah, vraiment, quand j'ai revu là dernièrement le dessin animé, j'ai dit, mais c'est complètement la forêt de Bavière. Donc, vraiment, Disney a respecté l'atmosphère du conte original de 1812. Bon, D'ailleurs, en occultant, parce que Blanche-Neige s'est fait avoir une fois et pas trois, et en occultant quand même la fin assez glauque. Je vais en parler, okay. Justement. Oui, je parle de l'atmosphère. C'est juste le côté des décors. Je parle là plutôt au niveau des décors et de la manière dont le caractère de la reine et le caractère de Blanche-Neige et des nains sont très similaires, en fait. Très, très similaires. Okay. Mais il y a effectivement, Disney, c'est 2 fois qu'elle tente d'éliminer Blanche-Neige. Et là, c'est 4 fois chez les frères Grimm quand même. Hein. Donc là, dans la version de Disney, à la fin, elle dit aux nains, je vais vous broyer les os. Allez sur le haut de la falaise et en voulant faire tomber un rocher sur eux, eh bien, la falaise où elle est s'écroule, une partie s'écroule et la pierre tombe sur elle. Elle est punie. Et dans le conte de Grimm, eh ben, la fin n'est pas du tout pareille, comme je disais, on en parlait là, à l'instant. Puisque Blanche-Neige et le prince, à la fin, se marient, invités au mariage des nouveaux souverains de l'autre royaume, la reine ne sait pas qui ils sont. Mais elle y va quand même, parce que son miroir magique lui dit que la nouvelle reine de l'autre royaume est plus belle qu'elle. Alors, eh ben, la méchante reine, elle veut voir sa nouvelle rivale. Mais en arrivant là-bas, elle découvre que la nouvelle reine est plus belle qu'elle et reconnaît avec terreur Blanche-Neige. Et la méchante reine est alors condamnée à danser avec des souliers de fer chauffé rouge jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est abominable. Donc évidemment, c'est pas la même fin. Là, on voit que Blanche-Neige, elle se dit à un moment donné, bon, ben là, non, là, elle n'est plus gentille. On est d'accord, ça n'a rien à voir. Hein. Oui, parce qu'on pense que Blanche-Neige, elle est naïve. Mais en fait, elle n'a aucune... Parce qu'en fait, Blanche-Neige, elle n'a aucune méchanceté. Ça fait comme Maria d'Hertal, hein. On reprend la même personnalité. Hein. Et puis, elle est surtout dans aucune compétition de comparaison. Elle ne veut pas voir la reine telle qu'elle est. Hein. C'est inconnu à sa personnalité d'être jalouse et méchante, en fait. Elle n'est pas jalouse et méchante, elle ne fait que le bien. Elle est comme je dis, elle tourne sa bonté vers les autres. Alors que la méchante reine, c'est moi avec moi-même. Puis à la fin, dans la version de Grimm, donc elle fait danser la reine avec des souliers brûlants jusqu'à ce que la mort s'en suive. Et là, on se dit, bah, là, elle est bien réveillée, la Blanche-Neige. Hein. Là, elle devient, en quelque sorte, elle prend un peu la personnalité un peu de la méchante reine, quelque part. Oui, tout à fait. Elle change de personnalité parce que, elle s'est laissée piéger autant de fois, malgré le fait que les nains lui disent à chaque fois ne laisse entrer personne, n'ouvre à personne. Elle y va, elle continue. Et là, je sais pas, du jour au lendemain, elle change. Elle devient aussi sombre que la reine elle-même. Donc, ouais. C'est psychologiquement parlant. Après, il y a quelque chose au niveau psychologique peut-être qui peut aussi se jouer là-dessus, je pense. C'est quand tu as été éduqué et élevé par une femme aussi malfaisante comme la méchante reine, quelque part psychologiquement, hein, il y a des traces en toi qui restent. Hein. Donc, peut-être ceci explique cela. Tout à fait, oui, je pense aussi. Ouais.
Puis bon, elle est née comme ça, hein, avec un cœur pur, hein. Voilà, et elle est jamais dans une guerre de compétition, de comparaison. Elle n'arrive pas à imaginer qu'on puisse penser comme la méchante reine. D'ailleurs, on s'épuise avec des personnes qui sont comme ça, toxiques, monstrueuses. Parce qu'en fait, dans Blanche-Neige, on parle aussi de l'acceptation. L'acceptation est d'un message. Quand vas-tu arrêter d'accepter d'être dupé? Quand est-ce que tu vas arrêter d'être trompé, maltraité, dire un stop, dire je sais qui tu es maintenant, tiens, je te bloque. Je te bloque sur Instagram. Méchante sorcière. Voilà, il y a une espèce de... enfin, moi, je vois dans la version des frères Grimm, ce côté, elle va endurer ça pendant combien de temps, à un moment donné? Voilà, l'acceptation. Mm. Alors, il y a Abyss qui commente sur le chat. Elle dit, je pense que c'est juste une revanche, en fait. On ne peut pas condamner une personne sur un seul acte, mais je trouve quand même que l'acte est assez intense et très glauque, si c'est pas des plus glauques qui soient. Et quand on a décrit un personnage, qu'on a dépeint un personnage avec autant de pureté, de bienveillance, enfin, de tout ce qui en ressort de pureté, hein, parce que c'est vraiment ça, Blanche-Neige, je trouve réellement que la manière dont Blanche-Neige fait finir l'histoire, en étant aussi glauque avec sa belle-mère, je veux dire, ça mérite pas une revanche aussi intense, personnellement. Donc, oui, pour moi, Blanche-Neige est un personnage qui peut effectivement aller dans la sombrerie, parce qu'elle a grandi avec quelqu'un qui était comme ça aussi, hein. Donc, il faut aussi peut-être remettre un peu les pendules à l'heure, entre guillemets. On ne peut pas rester totalement pur et bienveillant quand on est entouré d'une famille aussi malfaisante. C'est compliqué, c'est très difficile. Il faut s'en éloigner, je pense, hein, c'est mon avis personnel. Bah oui, à un moment donné, il faut dire un stop, hein. Oui. Comme Maria Bertal, à un moment donné, elle s'enfuit. Elle s'enfuit du château. Oui. Parce qu'elle ne pouvait plus supporter cette belle-mère. Elle n'en pouvait plus. Alors, c'est très intéressant ce que dit Abyss, parce qu'elle dit, avec tout ce qu'elle a enduré, je comprends qu'à un moment, en position de pouvoir, tu te fais justice. Alors, tu sais, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que, justement, quand tu es en matière de pouvoir, donc là, elle devient reine, elle épouse le prince, donc elle devient princesse, donc elle est au-dessus de sa belle-mère. Donc, tu vois aussi, psychologiquement parlant, comment un personnage peut changer sous le prétexte, sous le prisme de se venger, parce qu'elle en a enduré. Il y a un autre personnage très intéressant dans le même esprit qui est Cendrillon. Cendrillon, elle a vécu des choses très très graves, très glauques, hein, pendant des années et des années. Elle ne s'est pas vengée à la fin. Tu vois la différence? Oui, elle a gardé sa pureté, Cendrillon. Donc, il y a vraiment... Pour moi, Blanche-Neige, ça reste quand même un personnage très particulier. À creuser psychologiquement parlant. Excuse-moi Agnieszka, je dérive, hein, mais j'échange avec le chat. Ah mais non, mais il n'y a pas de souci. Nous sommes là pour parler. Oh, miroir, miroir. En fait, je trouve que Blanche-Neige, elle représente à la fois l'ombre et la lumière. Toute la lumière magnifique que l'on peut percevoir d'une personne et en même temps toute l'obscurité, quand justement on est malmené à ce point-là, tu vois, et quand le pouvoir prend le dessus dans ta vie, ce que tu es capable de faire pour te venger, tu vois. Oui, parce que c'est vrai que de faire ça, quand même, la fin est quand même assez ignoble aussi. C'est ignoble de faire c'est plus qu'ignoble. Moi, je trouve que c'est l'une des fins les plus dingues d'un conte, en fait, hein. L'une des fins les plus dingues. Bah oui, parce qu'on ne s'attend pas du tout, en fait, à ce que Blanche-Neige fasse ça. Oui, voilà, c'est ça, en fait. On est choqués. Je suis choquée. Ouais. Donc, alors, est-ce que Grimm a voulu... parce que, attention, ça a été écrit par des hommes. Ah. Et oui, les frères Grimm, voilà. Ils ont dit... J'ai plus l'impression que c'est des hommes qui ont écrit, en fait, la fin. C'est eux qui ont écrit, parce que tu as vu tous les contes aussi un peu durs, hein, des frères Grimm, hein, avec Cendrillon, par exemple, hein, aussi, on parle de Cendrillon. Et il y a des fins, des fois, voilà. Moi, je me dis peut-être que les frères Grimm ont un petit peu dévié, parce que normalement, s'ils avaient bien repris, on va dire, l'histoire de Maria Bertal, peut-être ils auraient fait quelque chose de beaucoup plus doux. On serait arrêté au baiser du prince, serait marié, et puis
ta plus belle vengeance aurait été de devenir la nouvelle reine du royaume et puis de rayonner encore plus. Et l'autre, elle serait restée dans sa jalousie et puis voilà, avec son miroir et puis voilà quoi. Elle serait décomposée elle-même. C'est clair. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Agnieszka, ce que je viens de partager sur le chat. Je trouve que Blanche-Neige, elle me fait un peu penser dans la version Grimm au personnage de Daenerys Targaryen, où justement elle est représentée tout au long de cette série comme quelqu'un de vraiment bon, gentil, bienveillante, elle est là pour la liberté, elle incarne vraiment tout ça, vraiment cette bienveillance et tout ça, et elle pète son câble à la fin de la série où elle fait tout brûler. Parce qu'une fois qu'elle prend le pouvoir, eh bien, on voit vraiment tout le côté malsain qui incarne le pouvoir quand elle y est. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a un petit peu une corrélation entre ces deux personnages quelque part? Oui. Et je pense aussi, tu sais, quand les gens aussi ils prennent le pouvoir, ils peuvent changer. Hein. Ah mais oui. Complètement. Hein. Complètement. Hein. Ils s'imaginent qu'ils sont Dieu tout vivant, quoi. Le Dieu tout puissant, quoi. Je veux dire, c'est l'autoritarisme. Voilà. Je me fais respecter. Attention. Voilà. Ils changent de comportement. Parce qu'ils pensent qu'en étant comme ça, ils vont se faire respecter. Alors aussi. que pas du tout. Alors que pas du tout. Ils sont craints. Ils sont pas. Voilà, ils sont craints. Et c'est pire d'être craint, je trouve. Oui, bah c'est ça, justement. Il y a une confusion. On pense que le pouvoir, c'est justement d'impressionner. Alors que, bon. T'as pas besoin. Juste ta présence, juste t'es là, c'est suffisant. Quand tu sais faire la chose, quand tu as ça instinctivement, t'es naturellement présent et naturellement tu en imposes sans dire quoi que ce soit, faire quoi que ce soit. Juste tu rentres dans la pièce, t'en imposes, tu vois. Et ça, je trouve que c'est l'une des plus belles, les plus belles images de ce que pourrait incarner le pouvoir, parce que t'as aucun côté glauque, sombre, cruel. C'est juste t'es là. Tu représentes physiquement cette chose-là. T'incarnes, voilà. Oui. Le respect, tout simplement. Ben voilà, tout simplement. C'est le mot. Être soi-même, être authentique. Vraiment. Oser être soi. Voilà. En tout cas, ça suscite des passions, Blanche-Neige. Moi, personnellement, je sais que c'est quand même ça n'a pas été un dessin animé que j'ai beaucoup aimé quand j'étais enfant. Je l'ai redécouvert plus en tant qu'adulte. Parce que, comme beaucoup d'enfants, c'est vrai que les images parlent d'elles-mêmes. Hein. On voit une méchante... C'est la première fois qu'on voit une méchante sorcière. Hein. Vraiment parler, faire de la sorcellerie. Tu te rends compte? Oui. Y a toute la musique aussi, hein, l'ambiance qui est très spécifique dans ce dessin animé. C'est donc c'est un chef-d'œuvre. Hein. C'est sûr que c'est un chef-d'œuvre. Ça reste encore un chef-d'œuvre aujourd'hui, visuel notamment, émotionnel. Donc là, ils nous ont mis plein les mirettes à l'époque, et encore aujourd'hui, ça suscite autant d'émotions. Et parce que je trouve que les personnages sont bruts de décoffrage, vraiment. Oui. Comme ils sont retranscrits. Ah oui, c'est magnifique. Et puis même les chansons, d'ailleurs, on les retient. Hein. On retient siffler en travaillant. Un jour, mon prince viendra. C'est ça. C'est une musique qui est quand même très utilisée même au parc Disney. Hein. Oui. Disneyland, non? Et d'ailleurs, c'est l'une des attractions les plus visitées, hein, celle de Blanche-Neige. Pourtant, on est dans un petit chariot, puis on découvre, tu vois, l'univers, l'histoire du dessin animé. Mais ça reste, il y a toujours de l'attente là-bas hein, quand tu veux y aller. Je ne sais pas si tu le sais, mais il faut vraiment être patient. Mais après, c'est merveilleux. Oui, mais par contre, ils disent les tout petits, il ne faut pas qu'ils y aillent parce que ça peut faire peur. Ils disent que ça peut faire peur pour les tout petits. Ils le mettent, hein. Même l'attraction, tu vois. Oui. Parce qu'à un moment, il y a la reine, on la voit devant le miroir, tout d'un coup, elle se retourne et elle est en sorcière. Ils ont bien fait, hein. Ah, grave. Ah ouais, mais grave, hein. Je veux dire, moi, à chaque fois que je vois ça me fait toujours des frissons. Je dis, voilà, tu te rends compte, à ton âge, tu es toujours en train d'avoir des frissons. C'est beau. Ça veut dire que tu es toujours dans l'esprit de cet univers, donc c'est bien. Oui, oui, mais moi je suis une fée. Donc, oui. Et donc moi je vais faire une nouvelle version de Blanche-Neige sur ma chaîne Le Miroir des Contes. Et oui, alors là ça va être juste merveilleux. Oui. Parce que tu vas faire les deux personnages, on est d'accord. Hein. Je vais faire les deux personnages. Les costumes sont déjà choisis d'Anna da Silva et ça va sortir au printemps. Waouh. Et c'est du lourd les amis, hein, franchement.
Voilà, et c'est la première fois que je vais être brune. Ça va te faire bizarre. Ah, mais écoute, j'ai trouvé, oui, ça m'a fait bien, mais j'ai rigolé. J'ai rigolé, parce que sur le coup, je ne me reconnaissais pas. Et moi, je suis sûre que ça te va comme un gant. Tu vas nous Eh faire bien, une merveilleuse Blanche-Neige. écoute, je vais reprendre vraiment d'après les gravures, en fait. J'ai retrouvé des gravures anciennes de Blanche-Neige et de la Méchante Reine. Et je dis, allez, on va partir dans ce style-là. Ça sera la surprise. Et Oh. par contre, il fera certainement, parce que j'ai déjà fait une version Blanche-Neige et le secret du miroir magique, mais je ne jouais pas en fait les personnages. Je racontais juste l'histoire. Et là, je me suis dit, bah, comme c'est le seul où j'ai pas joué les personnages, bah, je vais le faire. Et voilà. Et du coup, bah, je pense qu'il va faire au moins 20 minutes, hein. Hmm, Ouais, énorme. oui. Est-ce qu'il y aura le prince? Ah, Je demande ça, des choses, hein. ça, on ne sait pas, on ne sait Mystère. pas. Ok. On va faire mystère. C'est le mystère. C'est le mystère. Bon, il y aura les sept nains. Bon, bah, moi, ils seront en dessin, hein. Oui. Comme vous savez, je dessine aussi. Voilà. Donc, Et les il y décors. aura le puits magique. Le puits qui est quand même magique, hein. Dites-vous ça. Elle est dans un puits, elle fait un vœu, elle chante, la voix lui répond. Tout ça, vraiment, au niveau magique, il y a des choses à creuser, hein, je vous le dis. C'est énorme, c'est puissant. Ah bah, disons que j'ai pas fait complètement comme la version Disney. J'ai plus repris par rapport à la version de Grimm, mais en adoucissant évidemment, hein, parce que comme j'ai une chaîne réservée quand même pour les enfants, Oui, je vais pas faire peur quand même, je hein. comprends. Là, quand même, c'est pas le but. C'est pas Le, le but. en fait, c'est une version beaucoup plus zen. Voilà. Mhm, je Bon, comprends. c'est sûr que déguisé en méchante sorcière, ou tu vas parler comme ça, c'est sûr que ça va faire peut-être un peu peur pour les enfants. Mais bon, Mhm. Après mais bon, aussi, ça fait partie de l'évolution. On a regardé des choses comme ça s'il est enfant, ça fait partie de notre évolution. Il faut y avoir conscience qu'il y a autant de bien que de mal. Donc bon, le côté zen, bien sûr, mais c'est important aussi pour l'évolution de l'enfant quelque part. Mm. oui, tout à fait. Et oui. Oh, miroir, miroir, maintenant nous allons regarder notre Instagram pour savoir qui est la méchante reine, où elle se cache. Ouais. Les pauvres fifis quand même, hein, je trouve, hein, les pauvres fifis. Et oui, et Alors, voilà. alors, Donc, notre miroir magique aussi, hein, puisque on en a un peu parlé au départ. Donc, il répond à sa maîtresse lorsqu'il lui demande si elle est la plus belle. Et le miroir magique, il faut savoir qu'il est incapable de mentir. Il est le symbole de la vérité. Voilà. d'ailleurs, quand on se lit quand on se mire dans le miroir et qu'on a du mal justement à voir son image, on voit bien qu'il est symbole de vérité, forcément. Quand on n'est Ah, pas... bah, sûr, si tu as mal dormi, que vraiment, mais vraiment, voilà, on se réveille. En général, nous ne sommes pas bien coiffés comme dans les dessins animés, n'est-ce pas? Et on se dit, oh là, donc, je vais prendre la brosse, je vais me brosser avant et hop, je vous regarde après devant le miroir. Ah, c'est mieux. Oh, il y a un message sur le chat. Alexandra, on te fait plein de gros bisous. Elle nous dit, je suis de la génération qui a grandi avec Princesse Sarah. Toi aussi, moi j'adore. C'est ma fan, hein. Je suis fan de Princesse Sarah. C'est mon C'est trop idole. Donc, pas un dessin animé des plus tendres, effectivement. Quand tu grandis avec Princesse Sarah, tu te rends compte que la vie, elle est difficile. Oui. Et, et justement, ça te donne du courage, je trouve. Moi, personnellement, ça m'a donné beaucoup de courage pour affronter la vie, de voir Ah, Princesse Sarah. Toi aussi, non? ah, moi, j'adorais. J'avais adoré, de toute façon, toute la série. Par Ouais. contre, pour info, hein, les enchanteurs qui appréciaient Princesse Sarah, la version française est beaucoup plus soft que la véritable version. Parce que Princesse Sarah se laisse beaucoup moins marcher sur les pieds dans la véritable version japonaise, hein. Donc, j'ai toujours pensé qu'elle était trop, trop, trop gentille. Et effectivement, la version française a très édulcoré sa personnalité. En Ah, réalité, elle avait beaucoup plus de personnalité que ça. Et elle se laissait moins marcher sur les pieds avec Lavinia. ah. Ouais. Eh ben, ce qu'aurait dû faire Blanche-Neige avec la méchante reine. Voilà. T'as tout compris. On aurait été moins choqués par la fin du dessin animé, notamment. Non, pas du dessin animé, du film, du conte. Je vais Du y arriver. coup. Je vais y arriver. Ben oui, parce que si elle avait dit tout de suite, eh, stop,
voilà, elle serait pas revenue dans un espèce de ressentiment, parce qu'en fait, elle a tout encaissé peut-être aussi Oui, en elle. Et à un moment donné, bah, ça a explosé. Voilà. c'est ça. Elle a trop accepté. Elle a trop accepté. Et à un moment Ouais, donné, bah, mais quand même, elle attend d'exploser au moment où elle est au sommet. Tu vois? ah oui, Ça, eh oui, je trouve que ce message, c'est un petit peu particulier, je trouve. quelle vilaine. Quelle vilaine Blanche-Neige. Oh là là. Décidément. Voilà. Eh bien voilà, j'ai fini avec ma petite Blanche-Neige. Est-ce que vous avez des questions? Bah, ça papote, ça parle de Madame Mangin. Ah oui, ah bah oui, parce qu'on parle. Eh bah oui. Donc elle dit, Alexandra, c'est la base des anciens dessins animés, des anciens Disney. Bah oui. Ah oui, ah bah, celui de 1937, il est tellement beau. Et puis même la couleur, les couleurs même de la robe. euh, je vois des cosplays, des fois, ils font des magnifiques costumes de Blanche-Neige Mm. que je vois sur Instagram. C'est magnifique. Et même beaucoup plus beau que le costume qu'on va voir le film là, de 2025. Ah, Je n'ai pas aimé son costume, sa coiffure, il n'y a rien qui va. Mais rien qui va. Ah non, mais je, je dis non, faut mettre quelqu'un d'autre, c'est pas possible. ah, c'est sûr, c'est sûr. Non, ça, bon, on verra bien ce que ça donne, mais c'est vrai que ça donne pas forcément envie de s'y connecter, de le regarder. Je peux comprendre. C'est vrai que Disney commence depuis quelques temps là, à faire quelque chose, enfin des films, des remakes de films qui sont pas forcément des plus judicieux. Bon, après, c'est leur manière de voir les choses. C'est une évolution, mais c'est vrai que le créateur, bon ben, je pense pas qu'il aurait apprécié ce genre de choses non plus, connaissant un petit peu le parcours du créateur et sa personnalité, de ce qu'on peut en savoir de lui. Mais bon, comme on dit, hein, chaque œuvre voilà, peut aussi susciter de l'intérêt. Donc si effectivement on a des enchanteurs qui apprécient cette nouvelle version, pourquoi pas? Comme on dit, hein, on est ouvert. Il y a Ah bah oui. Alexandra qui donne une information qui est assez intéressante, je trouve. Elle dit, par rapport justement à Blanche-Neige, et pourquoi Blanche-Neige dans le conte, elle a été si glauque. Qu'est-ce qu'elle nous disait? Alors, je sais plus. Ah oui, elle dit, mais est-ce que c'est bien elle qui l'ordonne et pas le prince? Alors, c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller creuser. Est-ce que c'est elle qui l'ordonne? Il me semble que c'est elle, hein, qui l'ordonne de mémoire. Je creuse dans ma mémoire au niveau du conte. Alors, alors, dans le conte, en fait, ils disent pas en fait si c'est elle. Ils disent que quand la reine est arrivée, les souliers étaient déjà préparés. Donc, ça veut dire que c'est au moment du mariage qu'il y a eu cette décision. Parce qu'ils se sont dit, peut-être aussi maintenant qu'elle accédait en tant que reine, il fallait pas toucher à Sa Majesté la reine Blanche-Neige. Peut-être, je sais pas. Donc, ils ont voulu dire, bah, attention, cette reine, elle a voulu faire du mal à la nouvelle reine, donc elle doit être condamnée à mort. Oui, Voilà. Mais il faut aussi, et comme je dis aussi, les frères Grimm, c'est eux avec leur point de vue d'homme. aussi. Patriarche. Ou là, c'est parce que je pense pas qu'une femme elle aurait écrit comme ça. Je pense. Mais elle Enfin, a laissé faire. Donc, après, oui, moi, je peux comprendre. Hein, je veux dire, je suis pas en train de dire, je suis pas en train d'assassiner Blanche-Neige en disant que c'est une mauvaise fille. Attention. Non, ce que je trouve vraiment assez choquant, c'est ce changement total. L'insouciance pendant tout le long, elle se fait avoir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et à la fin, insouciante. Donc elle fait confiance, on est d'accord. Enfin, oui. à un moment donné, et bim, elle prend le pouvoir. Elle se retrouve dans une famille, elle prend le pouvoir. Bon, peut-être pas elle qui prend le pouvoir, mais en tout cas, elle est dans une famille où elle a du pouvoir. Et bim, la méchante reine finit comme ça. Donc je trouve qu'il y a quand même des images archétypales, psychologiques, qui sont mises en lumière autour du pouvoir. Hein. Ouais. Qu'est-ce Mm. qu'est-ce qui se passe au niveau du pouvoir quand tu prends les commandes et qu'on t'a malmené pendant toute ta vie et que là tu prends les commandes et que tu décides et que tu acceptes de faire partie justement de ce mot pouvoir en fait. Donc Mm. pouvoir c'est la noblesse, c'est voilà la royauté, etc. Pourquoi ils font ça en fait? Donc tu Ouais. vois, c'est tous ces questionnements que je me pose autour de ce personnage. Oui. Ah bah c'est sûr elle devient, et même peut-être est-ce qu'elle va pas devenir après la méchante reine? On ne sait pas. Elle-même.
Tout est possible avec cette fin, en fait. Tout est possible. Donc, c'est ça aussi qui est beau, quelque part. Ben voilà. En fait, la reine ne meurt pas finalement. Elle est toujours là. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce que ça suscite des débats dans le chat. Je trouve ça très, très, très fort. Parce qu'effectivement, Blanche-Neige est quand même l'incarnation d'un personnage qui est pur. Et on veut conserver cette image. Mais ça n'existe pas, en réalité. Des gens aussi purs que ça, en réalité, c'est impossible. Enfin, on ne peut pas être aussi pur que ça. À mes yeux, je connais personne. Je sais pas toi, Agnieszka, mais moi je connais personne d'aussi pur, aussi bienveillant, malgré tout ce que tu peux vivre dans ta vie. On a tous en nous un petit peu de jalousie, on a tous en nous un petit peu d'envie de se venger. C'est humain, c'est des traits qui sont humains. Et là, dans Blanche-Neige, c'est poussé à son extrême. C'est extrême, complètement insouciante et innocente, et extrême, complètement glauque et rock'n'roll, tu vois. Donc ombre et lumière. Ah, ombre et lumière, complètement. Mm. Ah, c'est tout à fait ça, Alina. Mais en tout cas, merci beaucoup Agnieszka pour cette merveilleuse chronique. On a encore appris plein de belles choses ce matin. C'était trop bien. Écoute, j'espère que vous étiez content de ma chronique et que ça vous a apporté quelque chose. Et oui, on a appris des choses. On a appris déjà la vraie Blanche-Neige. On a vu des images. Ouais. Maria Dertal, voilà. Donc, vous pouvez d'ailleurs regarder sur Internet. Il y a des photos aussi du miroir, le fameux miroir magique que j'ai parlé tout à l'heure, qui fait 1,60 m, où il y a un petit médaillon où il y a marqué « Amour de soi ». Donc, quand même, voilà. Ça a bien inspiré les frères Grimm, quand même. Hein. Bah, au moins, c'est bien, parce que Disney a vraiment respecté le plus possible le conte originel. Oui. Et donc, Agnieszka, on te retrouve le dimanche 23 février. Oui. Avec une merveilleuse chronique, un des plus magiques. Est-ce que tu vas un petit peu nous en parler avant que l'on se quitte ? Oh oui, écoute, c'est le prochain conte de fées, c'est un conte danois, donc de Christian Andersen. Ah, celui-là, il donne le sourire, la joie et la bonne humeur. Et il a beaucoup de succès. J'ai nommé La princesse au petit pois. Waouh! Alors, je connais pas du tout. Alors, celui-là, il est vraiment très drôle. Enfin, moi, je le trouve très drôle. Et quand je joue La princesse et le pois, en général, il y a beaucoup de gens qui, je sais pas pourquoi, ils adorent ça. Ils adorent cette histoire. Alors, elle est très courte, mais elle est très drôle. Donc, La princesse au petit pois pour le mois de février, le 23. Donc, soyez au rendez-vous, les enchanteurs. Vraiment. Ça va être beau. Ah bah oui. Et puis, amenez le petit pois, parce que le petit pois a un symbole. Il y a Alexandra, je pense que c'est une fan. Elle doit te suivre, Alexandra. Elle nous dit « Merci Agnieszka. J'adore que tu donnes la comparaison entre le conte et le dessin animé, car on connaît parfois moins souvent le conte. » Ah, bah merci beaucoup Alexandra. Oui. Bisous, bisous de fée. Alors vraiment de très beaux messages, hein. Je t'inviterai à les regarder tout à l'heure, il n'y a pas de souci. D'accord. Je t'embrasse bien fort, ma très chère Agnieszka. Moi aussi, je t'embrasse très fort et à très très bientôt sur les ondes. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia.